Moi, j'appelle ça une déclaration de guerre. L'endogamie, le refus de l'altérité, le refus de la singularité, face à l'islamisme, face à la submersion migratoire, face au terrorisme islamiste. C'est très bien. Mais dans ces cas-là, qu'elle rajoute que l'Algérie reprenne les OQTF, parce que l'Algérie est obsédée par la couleur de peau. Tout ce qui se passe dans la société est ramené à la couleur de peau. Elle dit l'augmentation de la violence, c'est une réalité en France. La violence est une maladie chronique en France. Parce que les personnes arrivent avec leur bagage identitaire, elles arrivent avec leurs interdits, elles arrivent avec leurs codes, elles arrivent avec leurs références. Ils oublient que le Hamas affame une partie de sa population, ils oublient que le Hamas viole une partie de sa population, ils oublient que le Hamas corrompt, vole et tronque une partie des aides qui sont octroyées par l'UNRWA. Il y a eu d'ailleurs encore une éparse dans d'autres partis, c'est-à-dire les 3 I, islamisme, immigration et insécurité. Et je pense que c'est la pensée indigéniste qui a phagocyté et infiltré l'extrême gauche d'aujourd'hui et qui se mêle... C'est extrêmement important ici. Ces personnalités oublient la réalité, c'est-à-dire que déjà, ils ne prononcent jamais le mot Hamas. Ils oublient complètement que c'est une organisation terroriste. Ils oublient le rôle que joue le Hamas dans la captation précisément des aides octroyées par l'Union européenne. Ils oublient que le Hamas affame une partie de sa population. Ils oublient que le Hamas viole une partie de sa population. Ils oublient que le Hamas corrompt, vole et tronque une partie des aides qui sont octroyées par l'UNRWA. Il y a eu là encore une information qui montre que des femmes sont violées si elles ne se soumettent pas aux soldats du Hamas dans la bande de Gaza, et ce sont des Palestiniennes. Donc ces gens-là, s'ils veulent parler de génocide, tant mieux pour eux, mais il ne faut pas faire preuve de malhonnêteté intellectuelle et oublier du sentiment, je pense, ce soir, de déréliction du peuple attaché à Marine Le Pen, attaché au parti, attaché à la défense des idées du parti, qui sont d'ailleurs un peu éparses dans d'autres partis, c'est-à-dire les 3 I, islamisme, immigration et insécurité. Et je pense que ce soir, n'est pas jeune, elle ne connaît rien du tout à l'histoire entre l'Algérie et la France depuis 1830. Et si elle parle aujourd'hui, exactement. Le sujet, c'est, elle parle de quoi exactement? Qu'est-ce que la France doit rendre à l'Algérie? S'il y a des biens historiquement qui doivent être conservés en Algérie, c'est très bien. Mais dans ces cas-là, qu'elle rajoute que l'Algérie reprenne les OQTF, parce que l'Algérie, au regard de l'accord franco-algérien de 68, et cadenasse énormément les laissez-passer consulaires. Et puis ce serait bien qu'accessoirement le pouvoir algérien rende le pays à son peuple. Un élu local, voilà, donc c'est Madame Rema, ce qui se passe dans certains quartiers, puisque l'immigration, lorsqu'elle arrive sur le sol de France, en plus au titre de 500 000, elle s'installe dans des quartiers qui forment des contre-sociétés, parce que les personnes arrivent avec leur bagage identitaire, elles arrivent avec leurs interdits, elles arrivent avec leurs codes, elles arrivent avec leurs références. Donc l'assimilation, ça se décrète pas comme ça à la télévision, ça se fait lentement, ça se fait en profondeur, à travers l'école, à travers la société de voisinage, à travers les mariages mixtes, à travers les silences partagés, à travers le regard de l'autre qui n'est pas celui que l'on porte. C'est ça la réelle assimilation. Et tant que nous faisons venir sur notre sol des personnes qui précisément refusent de s'intégrer à la société française parce qu'elles considèrent que leurs normes prédominent, eh bien, on échappera à toute forme d'intégration. Pardon, mais cette agitation sémantique, elle est, à mon sens, décorrélée des réalités que vivent les Français face à l'islamisme, face à la submersion migratoire, face au terrorisme islamiste, face aux quartiers prioritaires de la ville. On parlera tout à l'heure de Dijon, face au narcotrafic et la criminalité qui pullule dans notre quartier. Et je suis assez d'accord avec vous. Mais comme l'ensemble en plus de la presse est assez content finalement d'avoir ce thème-là, parce que ça lui évite de parler des autres, ça renforce ma très grande défiance entre le pouvoir et l'espace médiatique. La France insoumise est obsédée par la couleur de peau. Tout ce qui se passe dans la société est ramené à la couleur de peau. Elle dit les contrôles aux faciès en fonction de votre couleur de peau. Mais moi, je suis d'origine algérienne et il y en a plein, des enfants issus de l'immigration qui se comportent parfaitement bien, qui sont parfaitement intégrés à la société et qui respectent les principes et valeurs de la République. Alors ça, c'est intéressant ce que vous dites. Par exemple, vous avez été contrôlé, par exemple, cette année? Non. Vous avez été contrôlé régulièrement dans votre vie? Pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai reçu une très bonne éducation. Et à partir du moment où on est bien éduqué dans une vie collective et civique, eh bien... on n'a pas, il y a rien qui soit attentatoire. Donc cette Madame Autain, encore une fois, au-delà de ramener tout à la couleur de peau, devrait comprendre que seuls les délinquants, eh bien, sont évidemment contrôlés. Quand on roule avec une voiture volée, quand il n'y a pas d'assurance, quand il n'y a pas de permis, quand on trafique de n'importe quelle drogue, eh bien oui, il y a des contrôles, de police. En fait, là, on n'est pas dans un moment de vivre ensemble. On est dans un moment
cataclysmique de les chaos. canaques. Donc j'aimerais savoir quelle est la solution de monsieur Gabriel Attal. L'augmentation de la violence, c'est une réalité en France. La violence est une maladie chronique en France et le taux d'homicidité, par exemple, dont parle Alain Bauer, le révèle très bien. On sait par exemple qu'il y a des quartiers où le taux d'homicidité est bien plus supérieur. Donc il y a évidemment des causes qui sont liées à l'insécurité, et cette insécurité, malheureusement, elle n'est pas, correctement traitée par le politique, parce que il n'y a pas des mesures fortes qui sont affirmées. Et on peut juste rajouter, cher Pascal, pardon. Nous qui avons subi cette sinistralité dans les quartiers, nous ne tairons pas, nous continuerons. Ce ne seront pas ces bourgeois pénitents qui ne connaissent rien à la vie des Français issus d'immigration, qui ont grandi malheureusement écartelés dans un conflit de loyauté avec le prix à payer, qui viendront nous donner les leçons. D'accord ? Nous ne tairons pas. Votre présence est extrêmement importante ici, et ce que vous dites, mais l'émotion avec laquelle vous le dites également, et je sais qu'elle touche beaucoup de nos téléspectateurs, et c'est important que vous soyez présent parmi nous. La une de Charlie Hebdo. Merci CNews d'exister et de nous donner la parole également. Moi, le lamento politico-médiatique ne m'intéresse pas réellement, puisque la réalité, personnellement, je la connais. J'ai étudié les chiffres comme Louis sur les 500 000 entrées légales. D'accord ? 14% d'entre eux n'ont ni le niveau de français suffisant, ni les qualifications. On peut même aller beaucoup plus loin sur les chiffres de cette fameuse submersion migratoire qui, visiblement, comme le dit Rachel, pour cette gauche bien pensante, est une chance pour la France. Selon les chiffres de l'OCDE, seule la moitié des étrangers extra-européens en âge de travailler occupent un emploi en 2020, c'est-à-dire à peu près 51,7% d'entre eux. En 2020 toujours, la moitié de ces étrangers étaient sous le seuil de pauvreté, 4 fois plus que les Français. Et je termine, en 2020, 42% de ces étrangers n'avaient aucun diplôme ou alors niveau brevet CEP, c'est-à-dire 26 points de plus que les Français. Il s'agit d'un otage, et ce n'est pas la première fois qu'elles envoient un courrier. Au mois d'avril, déjà, les deux sœurs l'avaient fait. Et en effet, on nous parle de diplomatie doucereuse, on nous parle de délicatesse, on nous parle de manœuvres fines, on nous dit qu'il ne faut pas essayer d'accélérer ou d'invectiver, etc. Et on se rend compte en réalité que même sa famille, ses propres filles, n'ont pas eu ne serait-ce qu'un courrier de considération par l'écriture du président de la République pour les informer, à défaut même de leur dire « tenez cela secret », à défaut même. Mais il n'y a même pas eu un courrier de considération sur la condition des détentions de Boualem Sansal. Le fait que cet individu ait été présenté 14 fois, ou s'est vu refuser 14 fois un laissez-passer consulaire, moi j'appelle ça une déclaration de guerre, c'est-à-dire que cette personne a tué, elle a commis un attentat, le président Tebboune, comme le rappelait Elisabeth Lévy, a du sang sur les mains. Exact, cette personne était quand même, on est au-delà de la guerre numérique, de ces Moudjahidines 2.0 qu'ont mené certaines personnes ici sur le territoire français. Il y a depuis quelques semaines, et l'arrestation de Boualem Sansal, une guerre hybride qui est menée sur le territoire français sans que les autorités françaises ne s'accordent, non pas dans une violence ou dans une réponse violente à l'égard du régime algérien, mais dans une réponse équilibrée qui rassurerait les Français et puis peut-être aussi octroierait un minimum de respect de notre souveraineté vis-à-vis de l'État algérien. L'État algérien, je ne pense pas qu'il aime les souverainetés culpabilisantes comme l'est la France, malheureusement. C'est la reproduction de normes socioculturelles de leur pays d'origine en France. Ça se traduit encore une fois par les mariages forcés, la société de clôture communautaire, le tribalisme communautaire, l'endogamie, le refus de l'altérité, le refus de la singularité. Demander à toutes les personnes dans les quartiers qui ne font pas le ramadan aujourd'hui, quel est leur sort ? Quel est le sort des apostats ? Quel est le sort des homosexuels dans les quartiers ? Quel est le sort des filles qui veulent s'habiller à la française dans les quartiers ? C'est ça le problème. Que fait monsieur Benoît Payan ? Il fait exactement ce qu'a fait la politique de la ville pendant 40 ans. Du clientélisme. Des baux amphithéotiques octroyés aux frères musulmans pour faire plaisir aux frères musulmans au nom du droit à la différence. C'est pas les frères musulmans. Quel est le texte ? Quel est le texte en France ? Est-ce qu'on empêche les musulmans en France de construire des mosquées ? Non. Est-ce qu'on empêche aux musulmans en France de prier ? Non. La France, elle offre le droit, heureusement, à toutes les croyances de pouvoir s'exprimer et à tous les cultes de pouvoir être pratiqués.
au nom précisément de l'égalité des cultes et de la laïcité. Le vrai problème, c'est l'insécurité, c'est la criminalisation de certains endroits en France. C'est ça le problème. C'est le problème que ces jeunes sont extrêmement violents et armés. C'est ça la pensée indigéniste qui a phagocyté et infiltré l'extrême gauche d'aujourd'hui et qui se mêle à ce combat contre le sionisme. Je voudrais juste rappeler à cette dame que Nassira Ghenif, absolument, qui est professeure de sociologie à Paris 8, qu'on invite, mais avec grand plaisir, j'adorerais qu'elle vienne sur cette plateau. Parce que quand elle dit à François-Xavier Bellamy, vous fascisez la France, vraiment, si elle dit ça aussi à ses étudiants, je trouve ça non seulement c'est très grave, mais en plus c'est erroné politiquement et juridiquement, parce que étant algérienne, il y a les accords de juillet 68 qui ont octroyé un statut privilégié aux Algériens en France. Donc elle n'a été victime de discrimination en rien de la part de l'État français.